Mais d'abord, on s'envole pour les États-Unis, direction Chicago. À première vue, tout est fait là-bas pour qu'on se balade le nez en l'air avec des gratte-ciels dignes de ceux de Manhattan. Pourtant, nous, cet après-midi, c'est bien les pieds sur terre qu'on va rester. Sur terre et même dans l'eau. Au milieu des buildings, la Chicago River trace sa route, navigable, depuis des siècles. Elle était là bien avant que la ville existe, et sans elle, Chicago ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Située dans l'Illinois, au bord du lac Michigan, Chicago fait défiler les images. Ville du vent et du blues, fief d'Al Capone et de la guerre des gangs, creuset de l'architecture la plus innovante, elle est aussi, et on le sait moins, la ville d'un cours d'eau. La Chicago River est cette rivière de 251 km qui relie les immenses prairies céréalières du Midwest aux Grands Lacs et au reste de l'Amérique. Cette rivière a permis au 19e siècle le développement fulgurant de la ville et a vu son cours inversé pour les seuls intérêts de ses habitants. Elle est l'esprit de Chicago, une ville qui n'a jamais cessé de se réinventer. Doug? Super, Jerry Cole. Enchanté. C'est gentil de nous emmener aujourd'hui. Quand on navigue sur cette partie de la rivière, on se sent vraiment comme si on était dans un canyon. C'est assez étroit ici, et les bâtiments s'élèvent sur 30 étages ou plus. C'est vraiment une sensation que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Le fait d'être ici, au beau milieu de l'une des plus grandes villes des États-Unis, sur l'eau, entouré de cette merveilleuse architecture. Comme vous pouvez le voir sur ce bâtiment, l'architecture joue avec la courbure de la rivière pour justement mieux la refléter. Ainsi, on réalise que la rivière façonne la ville à travers le développement de nouvelles architectures. C'est en suivant son cours au cœur du centre historique que l'on comprend pourquoi Chicago peut s'enorgueillir de son patrimoine architectural. Ici, les paysages qui attirent les touristes du monde entier sont constitués de béton, de verre, d'acier. La Chicago River est aussi une porte d'entrée dans l'histoire, celle d'une épopée urbaine hors du commun. Et pour remonter aux origines, il faut descendre la branche sud de sa rivière. C'est ici, à 15 km au sud-ouest du centre-ville, qu'en 1673, des Français découvrent un petit lopin de terre au milieu des marais sauvages. Tout de suite, ils comprennent qu'ils ont trouvé un endroit stratégique. C'est un endroit essentiel pour comprendre l'histoire de Chicago, mais ça ne ressemble même pas à Chicago. Ce n'est pas dans la ville, il n'y a pas de maison, les gens ne vivent pas ici. Et pourtant cet endroit est important. C'est ici que l'influence de Chicago en Amérique se manifeste. Les Français arrivent ici au nom de la Nouvelle-France, cette colonie française installée dans l'actuel Canada. Si l'endroit est stratégique, c'est qu'il est un carrefour entre les grandes voies navigables. Et c'est justement ce que recherche le père Marquette, un jésuite, et l'explorateur Louis Joliette, en charge de l'expédition.
Dans les années 1670, lorsque ces hommes découvrent le potentiel de cet endroit, la rivière Chicago n'est encore qu'un ruisseau. Ce n'est pas une rivière comme elle l'est aujourd'hui. Mais sa connexion au lac Michigan était essentielle. Ils ont compris que cette rivière, la rivière Chicago, pourrait devenir une voie navigable beaucoup plus importante si elle pouvait être connectée à la rivière des Plaines et au Mississippi. L'histoire de Chicago est vraiment écrite à partir de ce moment, comme un lieu qui deviendra une ville, un lieu d'une importance réelle pour l'économie américaine, quel que soit celui qui possède l'Amérique du Nord à ce moment-là. Et c'est plus au nord, à 15 km de là, dans l'actuel centre-ville, que Chicago naît officiellement en 1833. Entre-temps, les États-Unis d'Amérique ont déclaré leur indépendance. Et les trappeurs et commerçants français qui occupaient les lieux ont quitté la région. Chicago est alors la première ville américaine, sans passé colonial, qui grandit en même temps que la toute jeune nation. Sa croissance est fulgurante. Et son nidification commence ici, à Wolf Point, l'endroit où les trois branches de la Chicago River se rejoignent. C'est un endroit où on peut vraiment tout faire. Il a la réputation d'être un lieu où, si vous avez de l'énergie et du cran, vous pouvez réaliser vos objectifs, construire quelque chose. La ville a été construite très rapidement et a été entièrement bâtie en bois. En partie parce que Chicago est tellement marécageuse, le sous-sol est humide, il est boueux, c'est du sol argileux. Donc le bois aide à créer des surfaces sur lesquelles les gens peuvent marcher. Et les bâtiments sont en bois, les rues sont en bois, les trottoirs sont en bois, quasiment toute la ville est faite en bois. Mais le 8 octobre 1871, un incendie se déclare dans une ferme au sud-ouest de la ville. Il dure 3 jours et ravage tout sur son passage. La légende raconte que c'est une vache, celle de la famille O'Leary, qui aurait déclenché le feu en donnant un coup de sabot dans une lanterne. L'histoire a été inventée et s'est répandue très vite. Les gens ont commencé à blâmer la famille O'Leary. Et des années plus tard, on a tenté de laver leur nom. D'ailleurs, même le conseil municipal de la ville a finalement disculpé la vache. Et même si elle avait vraiment été responsable, ils ont adopté un décret qui innocentait totalement la vache pour avoir déclenché l'incendie. L'incendie aurait pu signer la fin de Chicago. Il a au contraire révélé sa capacité à se réinventer. Les cendres étaient encore fumantes que le maire exhortait déjà les habitants à se mobiliser. « Courage », écrivait-il dans la presse. « Chicago se relèvera ». Et elle l'a fait, en bannissant le bois et en redoublant de créativité. Comme en témoignent les nouveaux ponts en acier qui enjambent la branche principale de la rivière. La ville n'existait que depuis 40 ans et tout était détruit. Les habitants se sentaient à ce point chez eux qu'ils ont voulu tout reconstruire. Ils s'étaient attachés à cet endroit. Les gens qui avaient de l'argent, les personnes qui avaient de l'influence, avaient compris que Chicago jouerait un rôle stratégique dans l'histoire américaine. En moins de 20 ans, Chicago se réinvente, moderne, audacieuse. Il faut s'éloigner de seulement quelques pas, au sud-est du Wolf Point, et aller se perdre dans le Loop, pour en avoir le plus bel exemple. Coincé à l'avant par le lac Michigan, et sur ses deux côtés par la rivière, le quartier manque cruellement de place, à un moment où les hommes viennent de tout le pays, et même d'Europe, pour tenter leur chance dans cette ville en pleine expansion. La seule solution est d'agrandir par le haut. En 1885, le gratte-ciel était né.
Voici le Reliance Building, qui est l'un de mes préférés datant de cette période, tout simplement grâce à son apparence. Vous avez cette merveilleuse terre cuite anglaise, ces belles fenêtres de style Chicago qui sont très ouvertes. L'école de Chicago a révolutionné l'architecture en créant ce squelette de métal qui remplace les murs porteurs. Ainsi, ils étaient capables de construire en hauteur avec des matériaux plus légers, avec plus de lumière rentrant à l'intérieur. Et c'est ce qui a donné cette idée de gratter le ciel, car tu peux presque voir les bâtiments toucher les nuages. À cette époque, les gens étaient terrifiés. Ils n'avaient jamais rien vu de tel. Donc il y a eu beaucoup d'efforts pour rendre ces buildings plus accueillants, plus familiers. Ainsi, pour la décoration extérieure, ils ont puisé dans l'architecture européenne. Et puis un jour, les architectes ont dit qu'il était possible de faire différemment. Et ils ont commencé à construire encore plus haut. Dans sa course vers le ciel, avec des bâtiments pouvant aller aujourd'hui jusqu'à 110 étages, Chicago en a oublié celle à qui elle devait tout. Négligée pendant des années, la Chicago River se transforme en égout, où les usines déversent leurs déchets. Au tournant du XXe siècle, sa pollution est telle qu'elle finit par contaminer le lac Michigan, la source d'eau potable de la ville. Des épidémies de typhoïde se sont propagées dans la ville, tuant des milliers de personnes. Il y avait même des alertes dans les villes européennes. N'allez pas à Chicago, parce que vous pouvez attraper la typhoïde et mourir. Chicago, qui n'en est plus à une audace, décide alors tout simplement d'inverser le cours de la rivière, sans se préoccuper des dégâts que va désormais subir le fleuve Mississippi. Ils ont construit des écluses sur la rivière et ils ont creusé également un grand canal qui a eu pour conséquence de baisser le niveau de la rivière par rapport au lac. Maintenant, l'eau du lac s'écoule dans la rivière au lieu de l'inverse. Ce lien étroit entre le fleuve et le lac fait de Chicago une ville d'eau à part. Un trait d'union entre ses plages, son horizon quasi maritime et son histoire fluviale qui la rattache au Midwest. Cette rivière, qui court désormais à l'envers de ce que la nature avait décidé, fait l'objet de toutes les attentions depuis plusieurs années. Ses rives urbaines ont été peu à peu rendues aux piétons. Et plus au nord, à 22 km du centre-ville, dans la banlieue de Skokie, ces eaux sont réinvesties par les habitants. Nous avons eu une fois un maire visionnaire qui espérait voir un jour les hommes d'affaires attraper eux-mêmes du poisson pour leur déjeuner et le faire griller juste ici sur la rive, en plein centre-ville. Bon, pour le moment, je n'ai vu personne installer son propre barbecue, mais il y a beaucoup de gens qui viennent pour pêcher. Vous pouvez manger beaucoup de poissons ici, il y a du bar et plein d'autres espèces. Donc finalement, nous ne sommes pas si loin de ce jour un peu loufoque dont parlait le maire. À seulement 184 ans, Chicago est une ville neuve qui a connu plusieurs vies. Elle a construit ses boulevards sur des terrains boueux, installé son loop entre ciel et eau. Et elle sait qu'elle doit sa place de capitale continentale à un modeste cours d'eau qu'elle a transformé en fleuve capital. Je me demande en revanche ce que pensent en mars les saumons, les carpes et les écrevisses qui vivent dans la Chicago River. Chaque année, le jour de la Saint-Patrick, on la teint en vert en y jetant des kilos de colorants. Bon, c'est amusant, mais je suis pas sûre que les poissons apprécient cette tradition.